Equinox. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue à tous. C'est Quotidien Santé sur Equinox Multimédia. De la conception jusqu'à l'accouchement, la grossesse est une période très particulière dans la vie d'une femme et plusieurs étapes marquent l'évolution de cette grossesse. La femme enceinte est soumise potentiellement à plusieurs risques pour sa santé, fausse couche ou encore infection. Il est donc important qu'elle ait accès aux soins prénataux et assistés par un personnel qualifié. Également, dans l'émission, nous parlerons bien sûr de la place de l'échographie dans le suivi d'une grossesse et comment également contribuer donc à réduire les risques de mortalité maternelle et infantile. Alors, Quotidien Santé s'intéresse ce jour à la grossesse de la femme et l'importance de l'échographie avec le docteur Ève-Michel Tokam. Elle est gynécologue. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, Madame Yambou. Donc, je suis le docteur Touka Michel Ève, chirurgien gynécologue obstétricien et diplômé en échographie morphologique de la faculté de Paris-Descartes à Paris. Alors, aujourd'hui... Oui, nous allons revenir bien sûr sur notre thème tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir également Florence qui est avec nous dans ce studio. Florence, bon après-midi. Bon après-midi Nadine, bon après-midi docteur, bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Alors, docteur Tokam, nous revenons à vous justement. Alors, comment savoir qu'une femme est enceinte? Quels sont les premiers signes? Alors, déjà, pour savoir qu'une femme est enceinte, ça commence tout simplement par un retard de règles. Oui. Pour une femme qui a un cycle régulier, à partir du premier jour de retard de règles, on peut supposer qu'il y a potentiellement une grossesse en cours. Alors, sous réserve, comme je l'ai dit, que la femme ait un cycle régulier ou qu'elle n'ait pas été soumise à un stress particulier. On sait très bien qu'un stress peut retarder les règles. On a aussi ces patientes qui ont des cycles irréguliers et donc elles ont une durée du cycle qui est variable. Mais en dehors de ces deux circonstances-là, à partir du moment où on a un retard de règles, on peut déjà se poser la question d'une grossesse. Ensuite, il y a les signes que nous on appelle les signes sympathiques de grossesse, qui sont donc la tension mammaire, c'est-à-dire que les seins qui enflent et qui sont sensibles, l'hypersalivation, qui est un signe culturel très présent chez nous et moins présent dans les autres populations, les nausées, les vomissements, les spasmes abdominaux. Alors, c'est pas réellement des douleurs, mais c'est plutôt une sensation de pesanteur, de lourdeur, en fait, dans la partie pelvienne du ventre. Voilà. Donc, ces signes apparaissent dès le début de la grossesse et nous font suspecter qu'il y a une grossesse en cours. Et à quel moment devrait se faire la première consultation prénatale? Alors, avant d'arriver à la consultation prénatale, il est donc important de confirmer le diagnostic de la grossesse. Oui. Donc, ça peut être simplement par un test urinaire de grossesse que l'on trouve en pharmacie partout. À partir du moment où on a un test urinaire de grossesse qui est positif, Oui. il y a deux situations qui se présentent. Il y a la femme qui n'a aucun antécédent particulier et donc cette patiente-là peut attendre jusque 2 mois de grossesse avant de faire sa première consultation gynécologique. Oui. Maintenant, il y a la femme qui a des antécédents particuliers. Oui. Par exemple, la patiente qui a déjà été diagnostiquée d'une infection à chlamydia, une patiente qui a des antécédents de gestes au niveau du col, une patiente qui a déjà fait des fausses couches du premier trimestre, c'est-à-dire avant 3 mois de grossesse, et bien cette patiente-là doit consulter de façon un tout petit peu plus précoce. Et donc on débouche sur la place de l'échographie dans la grossesse, et là on va parler de la première échographie qui est importante, c'est celle que l'on fait avant 10 semaines de grossesse, mais celle-là c'est uniquement pour les patientes qui ont des antécédents particuliers. Donc, pour toutes les patientes qui ont déjà été diagnostiquées de chlamydia, il est important de faire cette échographie pour localiser la grossesse et éliminer une grossesse extra-utérine. Parce que la particularité du chlamydia, c'est de provoquer des adhérences au niveau des trompes. Et la grossesse, en fait, elle est conçue
au niveau des trompes et elle redescend au 7e jour dans la cavité utérine. Pour ces patientes-là qui ont eu du chlamydia, avec des trompes qui souffrent d'adhérence, il y a un risque de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire que l'œuf ne redescend pas dans la cavité utérine et se développe plutôt dans la trompe, avec donc un risque de rupture de la trompe et d'hémorragie interne et de décès maternel. D'accord. Oui, Florence. Maintenant, combien de consultations une grossesse normale devrait avoir? Donc, une grossesse qui n'est pas à risque et même une grossesse qui est à risque. Quel est le nombre de consultations qu'une femme devrait normalement faire? Alors, une femme qui n'a pas d'antécédent particulier peut avoir 6 consultations au cours de sa grossesse. La première consultation débutant à 3 mois. Oui. D'accord? Pour une patiente qui n'a pas d'antécédent particulier. OK? Donc, la première consultation à 3 mois, puis une consultation mensuelle, tout simplement. Oui. D'accord. Et parlons de l'échographie. Combien d'échographies une femme enceinte devrait-elle faire avant l'accouchement? Alors, je vais différencier encore une fois la patiente qui n'a pas d'antécédent particulier de la patiente qui a des antécédents particuliers. On va évoquer ces circonstances particulières après. Donc, pour une patiente lambda qui n'a pas de passé gynécologique particulier, en fait, il faudrait, dans l'idéal, 3 échographies pendant la grossesse. La première à 3 mois de grossesse, et celle-là est capitale parce qu'elle va permettre en fait de mesurer ce qu'on appelle la clarté nucale. La clarté nucale, donc c'est cette partie molle à l'arrière du cou du bébé que l'on mesure avec des critères tout particuliers. Et cette clarté nucale nous permet en fait rentre dans le calcul d'un risque qui est le risque de trisomie 21 au premier trimestre. Donc cette mesure est très importante pour pouvoir dépister chez ces patientes-là, est-ce qu'il y a un risque accru de trisomie 21 ou pas? Oui. D'accord. Et maintenant, la deuxième échographie doit être faite à Alors, la deuxième échographie va être réalisée au 5e mois, donc entre 22 et 25 semaines d'aménorrhée. Cette échographie a pour but de dépister les anomalies morphologiques du bébé. Donc, on explore le bébé de façon complète, des orteils à la tête. Et donc, elle va permettre de dépister 60% des anomalies morphologiques du bébé, anomalies cardiaques, anomalies rénales, anomalies des membres, anomalies du cerveau, anomalies du système nerveux, etc. Et déterminer, bien sûr, entre autres, le sexe du bébé. Bon, mais pour nous, gynécologues, c'est vraiment un détail. Et également faire des Dopplers. Des Dopplers, en fait, ce sont des calculs de vitesse dans certains vaisseaux du bébé qui nous donnent une estimation du bien-être fœtal. Et la troisième grossesse? Alors, la troisième échographie. Alors, la troisième échographie, elle se fait au 7e mois de la grossesse ou un tout petit peu plus tard, entre 32 et 35 semaines d'aménorrhée. Et cette échographie a essentiellement pour but de préparer l'accouchement. Donc, elle va faire le diagnostic de la position du bébé. Est-ce que le bébé se présente bien pour l'accouchement? C'est-à-dire, est-ce qu'il se présente par la tête ou est-ce qu'il se présente par le siège, par les pieds, en transverse? Elle va également déterminer la position de ce que nous on appelle les annexes, c'est-à-dire le placenta, surtout si c'est une patiente qui a déjà eu une césarienne. Donc elle va déterminer si le placenta est bien situé en regard de la cicatrice ou est-ce que ce placenta s'incruste dans la cicatrice, ce que nous on appelle un placenta accreta et qui augmente les risques de saignement pendant l'accouchement. Elle va également dépister les macrosomies fœtales, c'est-à-dire les gros bébés, les bébés qui sont gros et qui ont la particularité d'avoir le diamètre des épaules plus large que le diamètre de la tête, ce qui crée au moment de l'accouchement ce que nous on appelle des dystocies et donc un accouchement qui peut avoir des complications graves sur le bébé. Alors, et maintenant, pour la grossesse qui est à risque, quel est le nombre d'échographies à faire? Alors, tout dépend du risque dont on parle. Donc, on va différencier les risques. Il est évident que pour une grossesse à risque, on a d'abord, évidemment, les 3 échographies dont on vient de parler, auxquelles vont se rajouter, pour la patiente qui a un antécédent donc de chlamydia, comme je l'ai dit, et c'est un chiffre qui est assez important chez nous. Il y a une étude qui avait été faite à l'hôpital général avec, entre autres, le professeur Tiente, qui a parti des imageries d'hystérosalpingographie pouvait retrouver un peu l'incidence des infections à chlamydia. Et on était à plus de 35-40%. On était à plus de 35-40% en fait d'infections à chlamydia. D'accord? Mais ça, c'était dans un contexte d'infertilité. C'est quand même pour dire que l'infection à chlamydia, c'est une infection qui est très répandue chez nous. Et c'est une infection sournoise et silencieuse. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de diagnostic de chlamydia qu'on n'en a pas souffert. Et donc, pour ces patientes-là, il faut une échographie avant 2 mois de grossesse pour localiser la grossesse et éliminer la fameuse grossesse
grossesse extra-utérine dont j'ai parlé avant. Maintenant, on va parler des patientes qui ont des antécédents de fausses couches tardives, c'est-à-dire les fausses couches après 3 mois de grossesse, à 4 mois, à 5 mois, etc. Pour ces patientes-là, il faut absolument faire une échographie entre 16 et 24 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire entre le 4e et le 5e mois de grossesse, pour mesurer le col. Si on constate qu'il y a un raccourcissement du col pendant cette période-là, on peut poser l'indication d'un cerclage, parce qu'on va se rendre compte que ces fausses couches tardives sont peut-être liées à une béance cervicale. C'est également le cas des patientes qui ont eu des gestes traumatisants répétés sur le col, conisation, décuretage répété, etc. Maintenant, pour une grossesse qui est à risque, à quelle fréquence se feront les visites prénatales? Alors, j'ai oublié de mentionner la troisième circonstance où il y a plus d'échographie, c'est évidemment la grossesse gémellaire. Oui. Quand on a une grossesse gémellaire, c'est une échographie tous les mois, à partir du 3e mois. D'accord. Parce qu'il y a des risques particuliers liés à la croissance des jumeaux et il faut donc surveiller la croissance, la quantité de liquide, etc. chaque mois. Donc voilà la troisième circonstance à risque où il faut absolument plus que 3 échographies pendant la grossesse. Alors dans votre pratique au quotidien, est-ce que des femmes respectent la fréquence des échographies et encore des consultations? Alors malheureusement non, et c'est donc pour ça que après ce constat, nous et les confrères, nous nous sommes constitués dans une association APDAD, qui est une association des professionnels pour diagnostic anténatal, parce qu'on s'est rendu compte que ces échographies dont je viens de parler n'étaient absolument pas suivies et bien pratiquées par les patientes. Tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas l'information, elles ne sont pas informées sur l'importance de ces échographies et parfois elles ne viennent pas à la rencontre du professionnel suffisamment tôt. Hein. On voit des femmes qui arrivent pour leur première consultation à 4 à 5 mois de grossesse. Donc il est fondamental que les patientes puissent consulter s'il n'y a pas d'antécédents avant 3 mois de grossesse. Et quels sont les risques quand on ne respecte pas ces différentes étapes? Alors déjà, tout simplement, si on arrive après 13 semaines d'aménorrhée plus 6 jours, c'est-à-dire après 3 mois de grossesse, on se rend compte qu'on a passé le moment où on peut faire cette fameuse mesure de la clarté nucale. Donc, on peut passer à côté d'une trisomie 21, tout simplement parce qu'on n'a pas pu faire le diagnostic au bon moment. Et donc, après, bien sûr, il y aura l'échographie du 5e mois, mais ce sont des signes indirects de trisomie 21. Hein. Et donc, on passe à côté de pathologies, on passe à côté de malformations, on passe à côté de pathologies graves à l'accouchement qu'on peut anticiper, hein, et on se retrouve en fait à courir au moment de l'accouchement quand les catastrophes sont déjà installées. D'accord. Nous allons permettre aux auditeurs, aux téléspectateurs et même internautes d'appeler et de poser des questions concernant bien sûr le suivi d'une grossesse ou encore la place de l'échographie dans le suivi d'une grossesse. Florence, les codes d'accès pour participer à l'émission. Les numéros de téléphone sont de 242 64 29 80, le 655 51 11 11, le 652 02 50 50. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur ou alors baisser totalement le volume avant d'émettre votre appel. Maintenant, docteur, tout à l'heure, vous avez parlé des découvertes, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, des anomalies qu'on peut avoir chez un enfant au cours de l'échographie du 5e mois. Voilà. Une fois que cela est diagnostiqué, quelle est la conduite à tenir? Nous allons prendre, si vous le voulez bien, chère dame, le premier auditeur. Allô, bon après-midi. Oui, bon après-midi, bonjour docteur, bonjour les panélistes. D'accord. Comment vous appelez votre question, s'il vous plaît? Appelez-moi Judas Sandrine. Sandrine. Depuis quelle localité Sandrine nous appelle? Depuis la localité de Douala à Kwanon. D'accord. Allez-y, posez votre question, Sandrine. Oui, docteur, je voulais savoir quel est l'impact pour une femme qui a accouché, il y a de cela 4 mois, elle a accouché par césarienne et elle contracte encore une deuxième grossesse. Elle a fait sa première grossesse, elle était prénipare, mais elle a accouché par césarienne et 4 mois plus tard, elle est encore enceinte. Quels sont les risques, du moins? Les risques que cette grossesse-là peut emporter sur elle? Alors, donc, on arrive en fait sur la question du délai intergénésique, c'est-à-dire le délai entre 2 grossesses après une césarienne. Alors, il faut comprendre que quand on a eu une césarienne, ça veut dire qu'on a ouvert l'utérus
pour pouvoir sortir le bébé et qu'on a suturé l'utérus. Donc, la plupart des sociétés savantes recommandent un minimum de 6 mois, voire 1 an, entre une césarienne et la prochaine grossesse. Donc, il y a ce qu'on appelle un risque de rupture utérine. Vous comprenez bien que la cicatrice d'une césarienne sur un utérus crée de la fibrose. Donc, on n'est plus sur du muscle utérin natif, mais on est plutôt sur de la fibrose cicatricielle qui a plus de risque de se rompre qu'un utérus sain. Donc, la première conséquence de ça, c'est que vous allez probablement devoir avoir une césarienne systématique pour accoucher, parce qu'on ne peut pas prendre de risque de contraction utérine sur cet utérus qui n'est pas statistiquement, probablement pas bien cicatrisé, et ça demande un suivi de grossesse particulier pour éviter toute contraction sur cet utérus. Voilà la conséquence principale. Merci, docteur. Un autre auditeur, Florence. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Mon nom c'est Sombela Théophile, je vous appelle depuis Douala. Oui. Oui, monsieur Sombela. Votre question? Oui, j'ai suivi l'émission là. J'aimerais poser une question au docteur là, parce que il y avait une émission, il y avait un problème qui avait eu lieu à Yaoundé concernant l'échographie que les femmes ont dû faire. Et à la fin, on a découvert des jumeaux. Et pendant l'accouchement, ce n'est qu'un enfant qui est sorti. Bon, on a commencé à juger que c'était un problème d'erreur d'échographie. Je voulais savoir si c'est possible que l'échographie ait donné des jumeaux et qu'au moment de l'accouchement, ce n'est qu'un enfant. J'aimerais savoir juste parce que quand on veut accuser l'erreur d'échographie que la femme a suivi depuis le premier jour de la grossesse jusqu'au jour de l'accouchement, tout était normal, mais au moment de l'accouchement, c'est un enfant qui est sorti et on dit que c'est une erreur d'échographie. J'aimerais savoir, docteur, si c'est possible de faire des erreurs au niveau de l'échographie. D'accord. Avant que le docteur nous réponde, on va prendre une seconde. Il est parti. Un autre auditeur. Allez-y, docteur. Alors, donc, je remercie infiniment cet auditeur pour cette question parce qu'il met de l'eau à mon moulin. Oui. Il met encore en plus l'accent sur l'importance de la première échographie. Il paraît évident que nous ne sommes pas dans les circonstances, nous n'avons pas les détails du dossier. Oui. La première chose, c'est est-ce que cette patiente a une échographie au premier trimestre? Au premier trimestre de la grossesse, on peut facilement diagnostiquer une grossesse gémellaire. Et à partir du moment où on a diagnostiqué une grossesse gémellaire, ce diagnostic est aisé au premier trimestre de la grossesse, mais quand on fait sa première échographie au deuxième ou au troisième trimestre de la grossesse, il est facile, effectivement, de passer à côté, parce que les membres peuvent être entremêlés et on peut avoir l'impression de mesurer 2 bébés alors qu'on est en train de mesurer le même bébé, d'autant plus si la patiente est obèse, c'est-à-dire qu'elle a une paroi utérine très importante. Et voilà. Maintenant, il remet encore plus l'accent sur les règles de l'art, justement, de l'échographie, ce qui est l'objet de notre association. Et on va pouvoir parler, je pense qu'on va évoquer dans l'émission le symposium qui aura lieu le prochain jeudi 23 septembre de notre association. Il y a des règles de réalisation, en fait, une échographie. Et quand on a des jumeaux, on doit prendre la photo des 2 crânes sur la même photo. C'est-à-dire que sur le même écran, on doit retrouver une photo des 2 bébés en même temps. D'accord? Et cela est possible souvent au premier trimestre de grossesse. Donc, d'où l'importance, effectivement, de réaliser cette première échographie. Quand on loupe cette étape et qu'on arrive à 4, 5, 6 mois de grossesse, il n'est pas tout à fait aisé de pouvoir être sûr du diagnostic de grossesse gémellaire. Et troisième élément, si en plus on n'a pas un appareil d'échographie hyper sophistiqué et perfectionné ou adapté, les images sont floues, on voit très loin. Donc, vous voyez, tout est possible. Je n'ai pas les éléments du dossier. Voilà, mais avec ces explications, je crois que vous pouvez comprendre que c'est possible. On va aller très rapidement au pas de course. Oui, docteur Florence, tout à l'heure, tu avais une question. Oui, je me posais la question, docteur. Une fois que le diagnostic d'une malformation congénitale ou alors un problème rénal est survenu au bébé pendant la grossesse, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour la mère et même pour le médecin qui la suit?
Alors, dans notre pratique, une fois qu'on a fait le diagnostic, déjà, il faut savoir comment est-ce qu'on fait un diagnostic de malformation. C'est quand même un diagnostic grave que l'on porte sur le bébé d'une femme. Donc, nous, en général, on demande dans notre association qu'il y ait 2 échographies qui soient faites par 2 professionnels experts. Une fois que les 2 professionnels experts confirme l'anomalie, en fait, il faut adresser cette patiente dans un centre de référence de catégorie 1 pour que le dossier soit passé en staff pluridisciplinaire de diagnostic anténatal. Et après, selon la gravité de l'anomalie, on pourra prendre une décision quant à l'avenir de cet enfant. Alors, il faut préciser que ce sujet, très rapidement, sera au cœur du symposium des professionnels de diagnostic anténatal de Douala. Absolument. Nous, le LAPDAT, c'est-à-dire Association pour les professionnels de diagnostic anténatal de Douala, nous organisons donc jeudi prochain, le 23 septembre, à 17h30, à l'hôtel Serena à Bali, un symposium qui s'adresse essentiellement à nos confrères gynécologues, mais aussi à tous les professionnels autour de la femme enceinte, pour parler, entre autres, donc, de la place de l'échographie dans le suivi de la grossesse, de l'importance du dépistage des aneuploïdies au premier trimestre de la grossesse. Et il y aura une démonstration avec notre partenaire qui est Mineray, une démonstration en live pour montrer quelles sont les normes, qu'est-ce que ça donne une échographie du premier, une échographie du deuxième trimestre. Donc, je vous invite à venir nombreux, si vous êtes professionnel de santé et que vous vous intéressez à l'échographie, à ce symposium. D'accord, merci Dr Eve Michel Tokam, gynécologue, d'avoir répondu aux questions de Quotidien Santé. On précise que vendredi davantage, nous reviendrons encore sur cette problématique de la place de l'échographie dans le suivi d'une grossesse et bien sûr les différentes pathologies qu'on peut éviter durant l'échographie. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci. Florence, merci également à toi. Nous allons également remercier notre réalisateur Raphaël Dipanda. On se retrouve vendredi pour notre édition de Quotidien Santé, puisque demain, ce sera la version anglaise. Allez-y, portez-vous bien.